Mesdames, chers collègues, chers maîtres, je remercie au nom de Christophe Vessen, de Daniel Chevalier et de moi-même, le président. Je remercie au nom de Christophe Vessen, Daniel Chevalier et de moi-même qui co-organisons cette réunion, le président François Richard et le nouveau président Daniel Jecques d'avoir d'emblée adhéré à ce projet de session spécifique sur l'apprentissage de la chirurgie robotique. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir des orateurs de renom. Rick Zatava, donc deux orateurs qui font spécialement le déplacement des États-Unis pour venir nous exposer leur expérience. Rick Zatava, qui est un chirurgien qui a été fortement impliqué au début de la chirurgie robotique et également de la simulation, qui est également responsable du programme FRS, qui est le programme de formation en chirurgie robotique qui est en train de se développer aux États-Unis. Nous avons Jeff Berkeley, qui est le PDG de la société Mimic, qui est la société qui a conçu et qui commercialise le seul simulateur de chirurgie robotique actuellement existant et validé par Intuitive. Il vient d'arriver à l'aéroport de Charles de Gaulle là, il y a 2 heures et nous a rejoint directement. Nous allons commencer par un premier exposé de Daniel Chevalier. On change un tout petit peu l'ordre des choses. Daniel Chevalier et moi-même, puisque pour essayer d'introduire la session. Nous aurons ensuite Rick Zatava qui nous fera un exposé sur l'état actuel des FRS, des fondamentaux en chirurgie robotique, parce que les Américains sont quand même assez nettement en avance sur nous sur cette formation. Jeff Berkeley nous fera une mise au point sur la simulation en chirurgie robotique. Donc il a été très impliqué en simulation et a été fondateur et maintenant PDG de cette société. Didier Leget est un collègue urologue installé à Grenoble qui a la particularité d'être très impliqué comme courtier d'assurance. Qui va nous donner l'avis assurantiel de ce problème. Vous verrez qu'il nous expliquera un petit peu ce qui a déjà existé, notamment par exemple en chirurgie bariatrique, où un retard a été pris dans l'apprentissage, et la plupart des chirurgiens se retrouvent actuellement avec des surprimes qui sont imposées par leurs assureurs pour pouvoir faire ce type de chirurgie. Nous sommes actuellement en robotique peut-être un peu en avance par rapport à ce qui s'est passé en chirurgie bariatrique et nous espérons pouvoir anticiper ces problèmes et éviter à nos collègues qui auront suivi des formations de qualité et des certifications ce genre de désagréments. Jean-Pierre Henry n'est pas médecin, il est pilote de chasse. Il est pilote de chasse à Aucher, qui est une base militaire proche de Nancy. Il a été pendant longtemps Il a été pendant 15 ans impliqué dans la formation des pilotes de chasse. À ce titre, a beaucoup travaillé sur le simulateur, sur le team training. Et nous avons considéré qu'il y avait quand même un certain parallèle entre nos formations et la formation en aviation civile et surtout militaire. Et il nous exposera un petit peu sa façon de voir l'apprentissage, donc la simulation dans son métier et ce que nous, médecins et chirurgiens, pouvons en tirer. Donc, j'appelle Jacques Hubert en propos introductif de la séance. La question. La séance d'aujourd'hui a pour but d'impliquer notre société dans une réflexion qui vise à établir ce qu'on espère devenir un standard international dans la formation en chirurgie robotique. Le robot, vous savez, donc, c'est un terme qui est dérivé du tchèque, robota, qui veut dire travail. C'est un terme qui était apparu pour la première fois en 1921 dans une pièce de Karel Čapek,
il avait conçu un androïde qui était capable d'accomplir tous les travaux d'un homme, et donc le soulager en cela. Le robot actuel, le robot Da Vinci, lui, est appelé à tort robot, puisque ce n'est qu'un, entre guillemets, télémanipulateur, puisqu'il y a un système maître-esclave. Le chirurgien contrôle à distance les mouvements des bras robotisés. Les robots chirurgicaux donc, ont évolué. Le premier robot qui était apparu, c'était ESOP, qui était un bras porteur de l'optique et qui était commandé par la voix, donc développé pour la cellulchirurgie. Vous avez ensuite Computer Motion qui a développé le Zeus. Là, c'est vraiment le premier robot. Zeus, c'est le robot qui a été utilisé par Jacques Maresco pour faire l'intervention transatlantique de cholécystectomie entre New York et Strasbourg. Et donc, le Computer Motion a été racheté par la société Intuitive Surgical, et donc il n'y a plus maintenant que Intuitive sur le marché avec son robot Da Vinci. Le robot Da Vinci a connu différentes générations. Le robot 3 bras, donc dans les tout débuts des années 2000. Ensuite, le même robot avec 4 bras. Puis le Da Vinci S, et actuellement le Da Vinci SI, auquel est venu se rajouter une double console qui, pour des centres de formation, devient un outil indispensable, puisqu'il permet vraiment de faire de la double commande, un élève étant à une console et son maître sur la deuxième, pouvant prendre à tout moment le contrôle de l'intervention. Une petite idée de la façon dont évoluent les indications chirurgicales en robotique. Entre 2007 et 2012, la part de l'urologie qui est ici en bleu, vous voyez, a fortement augmenté au cours des années. Mais ce qu'on constate aussi, la part en vert qui correspond à la gynéco augmente de façon beaucoup plus importante. Et actuellement, aux États-Unis, il y a plus d'interventions gynécologiques réalisées au robot que d'interventions urologiques. Les autres donc, sont la chirurgie digestive et, pour une plus petite part, d'autres activités comme la chirurgie thoracique, pédiatrique, vasculaire, etc. Une idée de l'implantation des robots. En 2000, lorsque nous avions acquis notre robot, il y avait une quinzaine de robots en Europe. Actuellement, il y en a 450, 1800 pratiquement 2000 dans le monde, 70 actuellement en France. La question qui se pose, c'est celle de la formation. Actuellement, la formation repose sur la société Intuitive, donc qui est la société qui commercialise le robot. C'est une formation qui est courte et intensive, qui va durer 1 à 2 jours. Elle est financée par Intuitive Surgical. Elle est effectuée... de cette façon-là. Elle est financée et dispensée par la société Intuitive Surgical dans différents locaux, à l'IRCAD à Strasbourg, à l'école européenne ou maintenant tout récemment à Aalst en Belgique. La question qui se pose, est-ce qu'elle permet la pratique de la chirurgie robotique en toute sécurité ? On a une réponse maintenant avec, c'est critiquable parce que ce sont uniquement les durées opératoires. Une intervention qui dure longtemps n'aboutit pas forcément à un mauvais résultat, mais c'est un critère qui est facilement évaluable. Ici, vous avez les durées opératoires pour des prostatectomies radicales lors d'une courbe d'apprentissage. Ici, c'est la chirurgie rectale. En chirurgie cardiaque, chirurgie ORL, les courbes sont exactement similaires. Ce qui est important de voir, c'est cette première période de 10 à 20 patients où manifestement, il y a une durée opératoire qui est excessive. La question qui se pose, c'est comment arriver à sortir ces 10-20 premiers patients. Et donc là, vous verrez tout à l'heure que la simulation, l'apprentissage qui peut être proposé, l'expérience qui existe déjà dans certains centres, peut probablement permettre d'améliorer cette courbe et de débuter avec une certaine expérience sur son premier patient. Autre information, c'est ce qu'on retrouve sur le site Intuitive, que Intuitive Surgical Training is not intended to substitute for formal medical training and certification. Donc, de façon claire, Intuitive se défausse vis-à-vis de la formation médicale. Donc, ils font une formation qu'ils appellent commerciale, donc une familiarisation avec le robot, mais veulent se dédouaner par rapport à la formation médicale. Un contexte médico-légal qui évolue également. Vous voyez donc les Associated Event Reports, donc ce sont les événements indésirables qui ont été déclarés aux États-Unis entre 2011 et 2012. En 2012, il y a une augmentation du nombre de procédures effectuées au robot de 26%, alors qu'il y a une augmentation de 34% des effets indésirables. Donc ce qui pose une question, et voilà par exemple des questions qui sont posées dans la grande presse. Est-ce que l'entraînement n'est pas un gros problème dans la formation, dans l'utilisation du robot en chirurgie ?
En France, il y a de nouvelles réalités assurantielles. Didier Leger va y répondre. Nous avons un autre de ses collègues d'une compagnie d'assurance belge qui est dans l'assistance et qui pourra participer à la discussion tout à l'heure. Quelles sont les solutions? La simulation intervient certainement. Là, vous avez donc, dans d'autres spécialités, McLaren, par exemple, a développé un simulateur pour l'entraînement à la Formule 1. Donc, ils utilisent des machines qui sont extrêmement onéreuses, donc ils ne peuvent pas se permettre de la casse. Vous avez Air France, donc voilà un simulateur Boeing 777 chez Air France, avec le simulateur, et vous avez derrière le moniteur qui est derrière son équipage, avec le pilote-copilote, et lui va instiller dans la machine toutes les pannes et tout ce qui est possible pour entraîner son équipage. Vous avez ici le simulateur de Mirage 2000 de la base de Hochet avec le poste de commande qui va permettre de créer les vols artificiels et donc toutes les missions et introduire dans ces missions les difficultés auxquelles peuvent être confrontés ces pilotes dans la vie réelle. Donc, autre réponse, c'est le centre de simulation Nice-Sophia Antipolis. Oui, vous savez que l'HAS a sorti un rapport donc, fin 2012 sur le guide de bonne pratique en simulation en santé. On est vraiment au bon moment pour réfléchir à ces problèmes. La conclusion de ce rapport, c'était que c'est jamais la première fois sur un patient. Je laisse la parole à Daniel pour présenter son centre. Oui, je prends le micro. Oui, donc, vous nous aviez fait l'honneur de nous recevoir à plusieurs reprises pour présenter notre expérience initiale. L'idée n'est pas conceptuellement de recommencer la chose que vous connaissez si bien. Maintenant, c'est pour simplement vous signifier, et merci Jacques de considérer que le centre de Nice pourrait être une solution à cette problématique. Ce n'est peut-être potentiellement qu'une contribution, mais la solution va venir de nous, de cette réunion de travail et celles qui seront rappelées à la suite et de nos amis internationaux. Donc l'idée conceptuelle, c'est qu'effectivement, grâce au doyen Daniel Benchimol, nous avons commencé notre réflexion voici 10 ans, ça fait 10 ans maintenant, le 4e anniversaire, en 2004, parce qu'on se posait la question, est-ce que nos patients sont assez bons pour qu'on s'entraîne dessus? Et on avait répondu que probablement non, et c'est la question qui était posée outre-Atlantique. Et nous avons, comme vous le savez, développé beaucoup de collaborations, d'abord avec Harvard Medical School, HMI, Harvard Medical Institute, puis la Feinberg University et actuellement, de Chicago, et actuellement maintenant avec la Peoria University de Chicago aussi. Et tout ça nous permet effectivement d'avoir une reconnaissance, une visibilité internationale. Et puis nous sommes devenus, par la force des choses, c'est pas tellement par le fait de nos qualités extrinsèques, mais par la force des choses, par notre implication, le premier centre en France d'accrédité et reconnu par les États-Unis. C'est une petite timbale dont on n'est pas forcément hyper fier, mais simplement elle nous rend beaucoup d'utilité parce qu'avec le doyen Daniel Benchimol, elle nous a donné l'autorisation de rentrer maintenant dans le who's who de la simulation mondiale et de l'apprentissage de la chirurgie mondiale, représenté par l'Académie, par le collège de chirurgie américaine, American College of Surgeons, et sa division éducation. Et donc on rentre en permanence tous les années dans ce brainstorming des gens qui réfléchissent sur comment améliorer les performances et le training de toutes les aptitudes, les habilités chirurgicales. Et donc, on va mettre au service, si vous voulez, ce pont que nous avons su établir avec les États-Unis pour la mettre au service de la communauté, notre communauté, de l'Académie, pour effectivement, eh bien, l'exemple de l'arrivée de nos collègues américains est déjà un début de collaboration. Voilà, c'était la question que s'était posée. Et au-delà, si vous voulez, de ce que je vous disais, de ce modèle que tout le monde nous envie d'apprentissage, l'acquisition des connaissances par les cours théoriques, mais aussi le compagnonnage que tout le monde nous envie, eh bien, il nous a semblé aussi que la simulation avait la possibilité de jeter un pont entre ces deux grandes mamelles de la formation qui a fait notre école de médecine et de chirurgie et sur laquelle on ne pourra jamais revenir. Et la simulation peut être un début de solution à la problématique que nous sommes posés, avec les déclinaisons qu'on vous a présentées à maintes reprises, les activités d'apprentissage au raisonnement médical, au raisonnement chirurgical, aussi bien que parallèlement les habilités, donc le développement des acquisitions, des aptitudes techniques, donc les habilités techniques. Alors, comment nous l'avons intégré en formation prégraduée au centre de simulation chirurgicale, donc
de Nice, on a considéré que ça devait être un enseignement obligatoire qui devait correspondre à un curriculum très précis qu'on vous a déjà présenté et qu'on devait l'imposer d'emblée en début de formation chirurgicale. Alors, vous voyez, il se déclinait en d'un côté les séances de simulation pour l'apprentissage au raisonnement clinique, mais d'un autre côté les séances d'apprentissage du geste technique sur des simulateurs dédiés que vous connaissez maintenant très bien. Alors tout ça dédié aux nouveaux internes et aussi donc à la fois sur les séances de simulation, mais aussi sur une série donc de 2 ans d'apprentissage au cours de laquelle qui était couronné par un examen rendu obligatoire à la faculté de médecine de Nice pour faire valoir une aptitude à développer une certaine habilité en laparoscopie. Alors, maintenant on est à 5 ans de la mise en route de ce traitement-là, de ce programme-là, et on peut dire que ça marche. Ça marche parce que s'agissant de nos jeunes collègues chirurgiens, très rapidement, ils deviennent très experts dans la technicité chirurgicale et en plus, ils emportent avec eux, pour l'ensemble de l'internat, on les retrouve 3-4 ans après avec toujours la même habilité. Alors, ce qu'on est en train d'étudier actuellement, est-ce que ça, c'est transférable d'emblée au bloc opératoire? On est en train d'évaluer, mais certainement que oui. L'aptitude qu'ils développent sur les boîtes d'entraînement et sur les simulateurs, ils peuvent d'emblée la transférer au bloc opératoire avec une très grande sécurité dans le geste chirurgical. En plus, in fine, s'agissant du raisonnement clinique, très rapidement, en 8 séances de simulation, un interne de première année devient équivalent à un interne de deuxième année. Il a exactement le même niveau de raisonnement et d'appréhension des scénarios médicaux et des aptitudes chirurgicales. Et enfin, il a appris à raisonner et à travailler en équipe, ce qui est, comme vous savez, très très important actuellement. Alors, pour terminer, la position de nos travaux actuellement, bien, ils sont infiniment centrés maintenant aussi sur la formation médicale continue. Notamment, nous avons développé avec le doyen Benchimol donc une formation novatrice sur la chirurgie endorectale pour OnePort. Il y existe maintenant un diplôme universitaire de pédagogie médicale et d'enseignement en sciences de la santé par la simulation. En même temps que nous avons des relations de collaboration de travail avec des échanges d'étudiants post-doc entre les États-Unis et la France et qui va dans les 2 sens. Et puis, in fine, plusieurs actes de recherche ont été développés. Et le dernier, c'est simplement sans immodestie, vous présenter un travail très, à la fois préliminaire mais à la fois maintenant très avancé, qui était la proposition d'une maquette intégrant la simulation pour la validation du DES et la cellule DES d'urologie. Ce travail a été validé sur le plan docimologique par l'American College of Surgeons, département de pédagogie, qui a été présenté au Collège des chirurgiens au dernier congrès d'urologie, et donc qui serait susceptible d'être pouvoir décliner dans toutes les spécialités, se déclinant en 26 modules, regroupés en 5 grandes familles, et qui abordent tous les aspects, ici s'agissant de l'urologie, les aspects endoscopiques, les aspects de chirurgie ouverte, les aspects de chirurgie laparoscopique, mais aussi les aspects d'urologie interventionnelle avec 3 niveaux de difficulté, le basique, l'intermédiaire et le haut niveau. Et ça, c'est potentiellement un projet qu'on pourra être amené à développer au sein de l'Académie. Voilà, je repasse la parole à Jacques. Autre solution sur laquelle il faudra réfléchir, c'est l'exemple que nous avons pu développer à Nancy avec le DU de chirurgie robotique. Le robot avait été acquis en 2000 à l'époque. Nous avons bien conscience de notre imperfection dans cette technique, ne sachant vraiment même pas à quoi il pouvait servir, parce que le robot avait été créé initialement pour la chirurgie cardiaque. D'emblée, le projet avait été multidisciplinaire. Et nous avons décidé pendant 1 an de travailler sur le cochon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait pas les workshops, il n'y avait rien qui nous permettait d'apprendre plus rapidement. Vous avez ici donc, le CHU de Nancy avec le bâtiment qui inclut l'école de chirurgie. Donc, notre robot qui avait été installé pendant 1 an donc, dans ce labo. On a travaillé sur des organes ex situ. On a, 1 fois par semaine, travaillé sur le cochon, aidé par une infirmière de bloc opératoire, pour développer les techniques que nous imaginions pouvoir appliquer sur l'animal. Et cette expérience nous a beaucoup aidé dans la création du DU de chirurgie robotique, centré sur la formation pratique en 2008. Le programme tel qu'il a été conçu, actuellement un programme étape par étape, qui offre de l'e-learning, de la simulation, de la microchirurgie, puisqu'on a montré que les chirurgiens
experts en microchirurgie à progresser plus vite, du dry lab, c'est-à-dire de la chirurgie robotique sur du matériel inanimé, du wet lab sur le cochon. On a inclus également du team training, et ceci aboutit en quelque sorte à un permis de conduire la machine, un permis de conduire qui permet d'envisager de réaliser des interventions relativement simples sans risque pour le patient. Autre exemple, autre solution sur laquelle il faut réfléchir, c'est le centre Mimic à Orlando. Et Jeff Berkeley donc, va l'exposer pour nous. Donc, Nicholson Center a été développé depuis quelques années en Floride. Vous avez ici donc, la vue extérieure du Nicholson Center, quand même assez agréable, et le centre où il y a 12 simulateurs qui tournent en permanence avec des moniteurs pour aider les chirurgiens à l'apprentissage de la robotique. Le simulateur Mimic, voici son prototype en 2008. Vous voyez que son design a beaucoup évolué jusqu'en 2013. Il permet des exercices de base comme celui-ci, le pick and place où on va récupérer. C'est vraiment le tout premier exercice que l'on fait faire aux stagiaires. Aller chercher avec les instruments des petits objets qu'il faut poser au bon endroit. Vous avez donc ça c'est le pick and place. Vous en avez d'autres qui ont été développés progressivement sur le plan logiciel. Donc ça c'est les exercices de base. Vous avez ensuite d'autres exercices qui sont plus sophistiqués qui ont été développés. Ici il s'agit d'aller poser quelque chose dans un petit panier, mais il faut d'abord faire coïncider le petit panier avec une cible, donc ça oblige à utiliser la caméra. Vous avez des exercices pour faire des nœuds, pour faire de la suture, pour faire de la coagulation. Donc, et tous les 6 mois, on a des nouveaux exercices de plus en plus réalistes qui apparaissent et qui sont à notre disposition. Autre solution sur laquelle il faut réfléchir, c'est les fondamentaux en chirurgie robotique. Eric Zatava vous nous exposez tout à l'heure les grands principes de cette formation. Aux États-Unis, donc vous connaissez les FLS, fondamentaux en chirurgie laparoscopique. Un chirurgien laparoscopique ne peut être engagé par un hôpital pour faire de la cellio que s'il a passé cet apprentissage sur des training box et sur des simulateurs et s'il a acquis le niveau requis. Les FRS, donc fondamentaux en chirurgie robotique, c'est un groupe multidisciplinaire qui bénéficie d'une bourse du ministère des Armées et d'Intuitive, qui a permis de créer un cursus de formation et des critères d'évaluation. Ça, c'est le prototype de ce qu'ils envisagent d'utiliser pour l'évaluation, donc faire réaliser de la dissection, de la suture, des nœuds, différentes actions aux chirurgiens pour vérifier la qualité de ces acquis. Dernier exemple, c'est celui de l'aéronautique, et Jean-Pierre Henry va intervenir. En 1975, les Américains s'étaient rendus compte que les chances de survie d'un pilote augmentaient de façon très importante après 10 missions. C'est-à-dire que pendant les 10 premières missions, ils avaient un fort risque de ne pas revenir. Et ils ont développé le programme Red Flag, qui est un programme de simulation dans le désert du Nevada. Donc il reviendra. Voilà le décollage dans le désert du Nevada. L'Académie nationale de chirurgie est une société savante qui est transdisciplinaire. Vous avez vu que la chirurgie robotique intéresse de multiples spécialités. Elle a une antériorité en Europe, puisque l'Académie royale a été créée en 1731. Elle a pour de nombreux rôles et objectifs, dont celui de l'appréciation de la formation et du recrutement des chirurgiens. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons sollicité les présidents de l'Académie pour avoir cette séance et essayer de créer un groupe de réflexion sur cette formation. Nous espérons avoir un rôle initiateur pour ce tronc commun qui serait identique à toutes les spécialités et pourquoi pas qui pourrait être identique pour tous les pays européens. Encore un remerciement donc, à François Richard qui avait été sensibilisé à la robotique donc, il y a très longtemps déjà, 6 mars 2001, et qui a accroché à ce projet très rapidement.